Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Rencontre. Alors, aujourd'hui, on se voit pour parler de l'intelligence artificielle avec une personne, un invité, Lotfi Garbi, qui est avec nous. Je te laisse te présenter dans une seconde. Lotfi, juste avant, je veux vous remercier tout le monde d'être là. Il y a encore des gens qui vont joindre à nous dans les prochaines minutes, sans doute. Et je veux aussi remercier le professeur Florian Meilleur de nous avoir suggéré l'idée, de nous avoir mis en contact aussi avec l'organisme. Donc, merci beaucoup. C'est grâce à toi, Florian, qu'on est ici aujourd'hui, puis qu'on pourra discuter de ce sujet très pertinent, très actuel aussi, là, que l'intelligence artificielle. Donc, Lotfi, sans plus tarder, je te cède la parole pour nous présenter, là, pour te présenter, puis pour débuter la rencontre. Eh bien, merci bien Judith et aussi merci Florian de m'avoir invité. Nous avons mis en contact. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Lotfi Garbi, ancien étudiant à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, diplômé en 2014. J'ai été enseignant dans les dernières années, mathématiques, sciences. J'ai fait aussi de la programmation, de la création de jeux vidéo, de la robotique. Donc, vous pouvez voir que j'ai comme une certaine tendance technologique. Et j'ai décidé de me spécialiser en ce sens. Donc aujourd'hui, je travaille pour Digital Moment, qui était anciennement connu sous Kids Code Jeunesse. On offre de l'éducation par rapport aux technologies, à l'intelligence artificielle et au codage. Et aujourd'hui, je suis avec vous pour vous parler de l'éthique à l'ère de l'intelligence artificielle pour les enseignants de demain. Donc, avec la présentation d'aujourd'hui, il y avait une vidéo qui avait été envoyée à l'avance, qui étayait un petit peu plus toute, je dirais, la problématique ou tous les paramètres à considérer. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on va procéder? C'est que je vais vous contextualiser un petit peu de pourquoi qu'on aborde ce sujet-là. Et par la suite, vous allez être invité à vous prononcer sur 3 technologies qui pourraient être intégrées dans les écoles. Et le type de réflexe, l'idée, ce serait de s'engager dans des réflexions éthiques sur comment qu'on agirait face à ces diverses situations-là. Sans faire une grande définition de l'éthique, on pourrait parler que l'éthique, c'est un petit peu des réflexions sur comment qu'on devrait agir. Et aujourd'hui, même si je vais vous donner 3 situations, 3 questions, ça va ouvrir la porte à beaucoup d'autres questions également. Donc aujourd'hui, on commence avec des questions qui vont déboucher sur des questions plus que sur des réponses, je dirais. Donc, sans plus tarder, je vais commencer un petit peu la présentation pour vous contextualiser. Donc, on va laisser la place à l'essentiel. Donc, pourquoi qu'on parle autant d'intelligence artificielle dans les derniers temps? En fait, avant de parler de ça, j'aimerais qu'on se donne une petite définition de c'est quoi l'intelligence artificielle pour être un petit peu sur le même niveau. L'intelligence artificielle, selon le Larousse, c'est un ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Donc, en ce sens, des calculatrices, c'est une forme d'intelligence artificielle et même les ordinateurs qui remontent à une quarantaine d'années étaient aussi de l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi on parle autant d'intelligence artificielle dans les dernières années? En fait, il faudrait qu'on précise un petit peu, si je peux dire. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle en général, dans les derniers temps, on fait surtout référence à une partie de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage automatique. Et c'est vraiment l'apprentissage automatique qui vient changer un petit peu le fonctionnement des choses. Si on regarde ici, on a la programmation classique. Avant, comment est-ce qu'on utilisait les ordinateurs, l'intelligence artificielle, je dirais, c'est qu'on donnait un programme, donc une série d'instructions à l'ordinateur. On lui donnait des données et il effectuait des calculs pour nous sortir un résultat. Donc, c'est un petit peu nous qui s'occupait vraiment de choisir les actions que l'ordinateur va accomplir.
Mais maintenant, avec l'apprentissage automatique, on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va offrir des données à l'ordinateur et on va lui dire c'est quoi le résultat qu'on veut. Et à travers ces calculs, il va nous sortir un modèle d'intelligence artificielle qui permet d'obtenir le résultat. Donc, finalement, c'est un petit peu l'ordinateur qui finit par trouver les étapes à faire la solution. Et ça change vraiment la manière qu'on utilise la programmation, les ordinateurs. Maintenant, on peut se dire, si les ordinateurs sont capables d'apprendre par eux-mêmes, ce serait bien qu'on vérifie leur apprentissage, en quelque sorte. Donc, il y a un premier paramètre qui est relié vraiment au fait qu'on a un nouveau type d'utilisation d'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique, mais il y a aussi la démocratisation. Si on pense aux ordinateurs avant, c'était juste utilisé par des spécialistes. Ensuite, c'est arrivé un petit peu c'était rendu disponible pour les citoyens. Donc, on avait des citoyens qui étaient utilisateurs. Et maintenant, on est rendu à une étape où est-ce que les citoyens, ce sont des créateurs. Par exemple, avec des logiciels comme Scratch, on peut programmer des jeux vidéo. Analogiquement, l'intelligence artificielle, en fait, l'apprentissage automatique, ça ne remonte pas à hier. Par exemple, les scores de code de crédit, ça l'utilise une certaine forme d'apprentissage automatique, puis d'intelligence artificielle. Eh bien, ça, c'était utilisé, par exemple, par des spécialistes il y a déjà plusieurs années. Mais tranquillement, les intelligences artificielles ont commencé à être en contact avec le public, les citoyens, et on a commencé à être des utilisateurs. Et maintenant, on se dirige tranquillement vers la capacité de créer grâce à l'apprentissage automatique. Par exemple, j'offre des ateliers qui montrent aux enfants comment développer des modèles d'intelligence artificielle et comment les utiliser dans une programmation. Donc, vraiment, il y a comme une démocratisation des technologies d'apprentissage automatique. Du point de vue de l'enseignant, on pourrait se demander pourquoi qu'on éduque à l'intelligence artificielle. Eh bien, d'un côté, il va y avoir en réalité la compétence numérique qui se divise en plusieurs dimensions. Au milieu, on a le citoyen éthique qui va devoir agir à travers différentes habiletés technologiques. Et on ne se cachera pas qu'un but de l'apprentissage automatique, c'est d'automatiser certaines tâches. Et si on automatise des tâches qui sont répétitives, ultimement, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse plus de temps pour innover et créer. Si on innove et on crée, ça va être par rapport à des problèmes qui existent. On est donc dans la résolution de problèmes, que ce soit des petits problèmes qui nous concernent ou des plus gros problèmes qui concernent la société. Et face à cette innovation-là, cette créativité pour résoudre des problèmes, et bien sûr, on va devoir faire preuve de pensée critique pour juger quelles sont les solutions les plus adaptées, par exemple. D'un côté, il y a le besoin de formation, mais d'un autre côté, il y a aussi des risques qui sont associés à l'intelligence artificielle qui sont des risques généraux. Je les nomme rapidement. Il y a le risque que ça discrimine, que ça l'atteigne la vie privée. Il y a des risques d'exposition sélective, donc on ne voit pas tout sur Internet, par exemple, on a juste accès à certaines choses. Le risque de la main-d'œuvre vulnérable, ça change les rapports de force si on peut automatiser certaines technologies. Le risque du manque d'explicabilité, ça, c'est un petit peu l'idée que s'il y a eu un apprentissage automatique, on a besoin de savoir comment est-ce qu'il s'est produit et comment est-ce que l'intelligence artificielle réfléchit. Souvent, il y a un problème de boîte noire. On utilise l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas comment elle fonctionne. Et il y a aussi un risque pour l'environnement. Ces technologies-là utilisent, par exemple, des matériaux rares, de l'électricité, des choses comme ça. Donc, c'est une contrainte à considérer aussi. Dans le domaine de l'éducation, il y a plusieurs acteurs qui peuvent être concernés par ça. Les directions et les centres de services scolaires, les enseignants, professionnels techniciens, élèves étudiants et tous les autres acteurs. Et chacun sera en contact avec l'apprentissage automatique
mais ils ne vont pas nécessairement avoir les mêmes besoins ou les mêmes objectifs. Mais tout le monde va être concerné par ça. Des données qui sont utiles pour les enseignants pour aider les élèves à apprendre pourraient s'avérer être des données utiles pour les directions ou les centres de services scolaires pour décider de politique, par exemple. Et ça va nous affecter finalement de 4 manières. Donc, il va y avoir des technologies de support à l'enseignement, à l'apprentissage de la gestion. Ça nous concerne aussi en tant que consommateurs et utilisateurs d'intelligence artificielle. Ça peut avoir des conséquences sur nous au niveau des carrières et des implications éthiques. Et si on considère tout ça, on va être capable de finalement éduquer un citoyen de demain qui va être agentif face à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, donc qui va avoir un certain pouvoir d'action. En ce sens, le gouvernement a investi 10,5 millions depuis l'an dernier et ça continue sur une durée de 2 ans au total. Donc, il va y avoir des investissements et des nouvelles technologies qui risquent d'arriver dans le milieu de l'éducation. Et une considération que j'aimerais que l'on aille, sachant que ces technologies-là vont arriver dans le domaine de l'éducation, c'est que nous, on utilise des concepts qui sont non tangibles en éducation souvent. Une intelligence artificielle qui détecte des visages, c'est facile de voir qu'elle a identifié un visage. Par contre, une intelligence artificielle qui va traiter des concepts qui ne sont pas nécessairement si visibles, comme par exemple l'engagement ou la réalité socio-économique, eh bien, il faut qu'on fasse preuve d'un petit peu plus de rigueur ou qu'on se questionne un petit peu plus sur le mécanisme de l'intelligence artificielle du système d'apprentissage automatique. Et en ce sens, on va aller explorer des exemples de technologies à l'école qui sont controversées. Donc, je vais vous présenter là une première technologie. Cette technologie, j'aimerais ça qu'on se prononce dessus. Donc, je vais inviter les gens à lever la main. Judith, si on peut s'occuper de réguler la parole. Donc, je vous donne la mise en situation. Je vous dis, ça, c'est des bandeaux que les élèves se mettent sur le front. Ce sont des bandeaux qui servent à mesurer la tension. Ce bandeau qui sert à mesurer la tension a 3 lumières, rouge, jaune et bleu, qui indiquent le niveau d'attention. Je vous dis que ces données sont communiquées aux parents et elles sont communiquées à l'enseignant. La direction arrive, vous êtes nouveau, nouvelle, dans une école, c'est le début de l'année, elle vous donne ça et elle vous dit « J'aimerais ça que tu l'utilises la semaine prochaine ». Quelle est votre réaction? Quelle est votre pensée? Comment réagissez-vous? Donc, on vous invite à lever la main pour prendre la parole. Si ça vous gêne, écrivez dans la conversation aussi. Là, je me ferai votre porte-parole. Puis je tiens à mentionner que tous les points de vue sont valides. Hein? C'est des nouvelles technologies, c'est des nouveaux sujets. On n'a pas encore les réponses à tout ça. Donc, c'est important d'avoir la vision de tous et chacun et chacune. Alors, on peut même remarquer. Marois Haddad. Oui, bonjour. Bonjour. Qui se pose pour la première fois pour moi, et c'est une réflexion, et déjà c'est un monde que je suis en train d'ouvrir récemment. De mon côté, je m'excuse, Marois, j'ai manqué, ça l'a bugué. Je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, je vous entends, oui, mais pendant un moment, j'ai manqué le début. Je m'excuse. C'est pas grave. J'ai dit, c'est la première fois que je reçois cette question. Aussi, l'intelligence artificielle, c'est un monde que je suis en train de découvrir récemment. C'est nouveau et tout ça. Et je peux répondre avec 2 points de vue. Le premier point de vue, qu'en tant qu'élève, je vais avoir très peur du jugement du professeur. Parce que à un moment donné, si l'élève il perd de la concentration, c'est ce robot-là, il va déclencher et il va mesurer la tension. Donc, du point de vue de l'élève, ça peut être ça, la peur du jugement.
et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence après. Deuxième point, ce robot, il peut être vraiment le bienvenu pour moi parce que je peux croire que l'enseignant, il va utiliser tous les pédagogies et les stratégies pour améliorer mon attention et même il peut apporter des supports. Là, c'est deux postures différentes et ça fait partie de mes champs d'expertise. Donc, c'est ça. C'est deux points qui ont venu en tête lorsque j'ai reçu cette question. Bien, merci beaucoup, Marois. Ce que j'entends dans tes propos, je trouve ça intéressant parce que tu as mentionné d'un côté la perspective de l'élève, d'un autre côté, tu as mentionné la perspective de l'enseignant. Maintenant, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a d'autres gens là-dedans qui auraient une perspective à te donner, en quelque sorte? Je vais juste lancer ça comme réflexion. Et sinon, tu as mentionné qu'il y avait potentiellement un élément négatif, par exemple le jugement du professeur. Tu sais, ça peut être anxiogène pour un enfant. Et d'un autre côté, tu as parlé d'un aspect positif pour l'enseignant qui serait capable de capitaliser là-dessus. Donc, je trouve ça intéressant de voir qu'il y a différentes perspectives qu'on peut adopter et qu'aussi qu'on peut penser en termes positifs et négatifs sur la chose. Donc, merci beaucoup. Dans la conversation, Lotfi, on a deux commentaires. Le premier qui remet en question, doute peut-être de la mesure de cet outil-là. Est-ce que c'est effectivement l'attention qui est mesurée? Donc, c'est quoi la donnée exacte qui est fournie par l'outil? Donc, il y a une remise en question ici. Puis, on a aussi un commentaire là, en anglais. Là, je vais le lire un peu pour me le mettre en tête, mais peut-être que tu veux réagir d'abord sur l'outil qui mesure l'attention. Oui. C'est vrai qu'on nous dit que ça mesure l'attention. Ça, souvent, c'est comme un problème qui arrive, c'est qu'on ne connaît pas trop la transition qui se fait entre le matériel physique et le matériel informatique. Donc, ce bandeau-là doit, excusez-moi, utiliser des capteurs, doit mesurer quelque chose duquel on dérive l'attention de l'enfant. Donc, finalement, c'est quoi la mesure qui est prise directement sur l'enfant? Comment est-ce qu'ensuite la donnée de la mesure va être analysée par la suite? C'est vrai qu'il y a plusieurs moments ou endroits où est-ce qu'on peut remettre en question l'efficacité de l'outil finalement. Donc, c'est tout à fait vrai, ça. Le prochain commentaire. Le prochain commentaire, donc la personne, Sharon Cole, nous dit que ça semble être un outil invasif puisque la mesure de l'attention, ça perçoit donc l'inattention comme une mauvaise chose. On parle aussi de daydreaming, donc être rêveur, ça serait perçu donc négativement puisqu'on cherche à maximiser l'attention et non pas à utiliser l'inattention. Puis, il y a aussi dans le même commentaire là, la question des parents qui pourraient utiliser l'information hors contexte. Donc, en n'étant pas... quel impact ça pourrait avoir à la maison? La personne enseignante n'est pas au courant finalement de comment va être gérée l'information à la maison. Puis ça pourrait être un enjeu là, qui est soulevé ici. Tout à fait. Je trouve ça très intéressant, cette idée-là, finalement, de dire est-ce que daydreaming, excusez-moi, rêver de jour, c'est vraiment une mauvaise chose? Parce que c'est vrai qu'on parle ici d'un outil qui favorise l'attention, mais on peut aussi se questionner sur la fonction de l'ennui. Je sais que moi, c'est dans des moments comme ça que souvent j'ai des bonnes idées. Donc, c'est quand même une réflexion intéressante à avoir. Et le deuxième point avec les parents, finalement, c'est un petit peu, ça va être quoi l'effet de la communication de ces données-là et pourquoi est-ce qu'on voudrait communiquer ces données à des parents? On sait que des parents peuvent mal réagir, par exemple, à des mauvais résultats scolaires. Maintenant, on pourrait essayer de transposer ça à l'attention et voir les dérives possibles qui pourraient arriver si jamais on ne fait pas une éducation aux parents, qu'on n'avertit pas les parents sur comment on utilise l'outil, qu'est-ce qu'on devrait faire avec les données, quel genre d'intervention qu'ils pourraient faire avec leur enfant. Donc, c'est vrai que c'est à considérer. Donc, perspective élève, perspective enseignant et aussi la perspective du parent.
Je vois Peut-être une que dernière intervention. On a ici, en quoi ce bandeau serait de l'intelligence artificielle? OK. En fait, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui copie le comportement humain. Donc, il y a des outils, par exemple, qui n'ont pas besoin d'informatique, qui sont de l'intelligence artificielle. Par exemple, il y a des anciens cadrans solaires je dis cadrans solaires, mais des outils qui permettent de calculer la position des planètes, des trucs comme ça, c'est aussi considéré comme de l'intelligence artificielle. Donc, c'est une intelligence artificielle parce que ça simule en quelque sorte ce que l'intelligence humaine est capable de faire, soit percevoir le niveau d'attention d'un enfant. Ensuite, on pourrait se demander comment est-ce que ça a été programmé, quel est le modèle mental ou informatique qu'on a mis dans cet objet pour être capable de mesurer l'attention. Mais ce qui en fait vraiment un outil d'intelligence artificielle, c'est vraiment le fait que c'est un outil qui essaie de calquer la pensée humaine et d'obtenir un résultat similaire. Donc, intelligence artificielle, c'est vraiment un mot qui définit vraiment très largement beaucoup de choses. Il y a encore des réactions, je ne sais pas, Lotfi, dans le temps, est-ce qu'on continue ou... Je vais regarder rapidement. Je vois Jean-Sébastien qui dit « Observer, c'est perturbé » de Uber Reeves. C'est vrai que quand on se sent regardé, on peut agir autrement. Donc, est-ce que la mesure influence le résultat, en quelque sorte? C'est un raisonnement très, très scientifique. Et sinon, je vois que Patricia mentionne l'idée du type d'attention et que ça pourrait affecter finalement l'enfant. En dernier, je vois que Myriam mentionne la position des directions pour évaluer l'enseignement et que ce serait seulement un des facteurs à considérer. Donc, il y a beaucoup d'autres choses avant de statuer à partir de cette seule mesure. Je suis certain qu'il y aurait une tonne d'autres interventions, mais oui, c'est vrai que je vais devoir continuer un petit peu. Si je pourrais le catégoriser un petit peu, il y aurait comme les appréhensions éthiques. Donc, c'est quand même une méthode qui est invasive. Des fois, on mentionne l'idée d'un contrôle excessif. Aussi, l'idée de l'autonomisation. Si on a un outil qui dit tout le temps à l'enfant quand il n'est pas attentif, est-ce que cet enfant développe la capacité de monitorer son attention? Une autre catégorie aussi, c'est la pertinence, la justification. Et une phrase que j'aime bien, c'est qu'on dit souvent avec un énoncé extraordinaire, prend une preuve extraordinaire. Si la direction arrive avec une technologie et vous oblige à utiliser cette technologie-là, il ne faudrait pas renverser le fardeau de la preuve. C'est à cette personne de vous prouver que c'est utile, pas à vous de nécessairement poser toutes les questions pour savoir que c'est utile. Dans une discussion, on essaye toujours de rejoindre les deux bouts, mais si on vous demande d'utiliser quelque chose, ce serait bien que la personne puisse justifier la pertinence de l'objet avant de vous demander de l'utiliser. Une question que je trouve qui est généralement pertinente dans ce cas-là à demander, c'est tout simplement, c'est quoi l'utilisation qui est attendue par l'enseignant? Oui, on nous donne la technologie, mais c'est un outil, il faut apprendre à s'en servir. Donc, quelle utilisation que l'on devrait en faire finalement? Et aussi, une technologie, un outil, c'est quelque chose qui se maîtrise, ça prend du temps. Il y a aussi la question de la formation offerte et du temps qui est offert pour maîtriser une technologie. Si on est pour expérimenter avec des outils, ça prend du temps, ça prend des réflexions sur l'action qu'on a portée avec l'outil. Donc, d'avoir du temps de libérer à son horaire, c'est quelque chose de très bien. Donc, c'est une question qui se pose. La technologie, elle n'a pas été très populaire. Ça l'avait été mal expliqué aux parents. Finalement, on n'avait pas trop mentionné comment que ça devrait être utilisé et finalement, c'est tombé un petit peu dans l'oubli. Et on pourrait se demander, sachant que ça prend du temps à maîtriser tous ces outils-là et que ça a un certain coût financier, là, je ne sais pas comment que ça coûte des bandeaux comme ça, mais ça ne doit pas être gratuit.
eh bien, on peut se demander, est-ce que c'est un investissement qui en vaut la peine? Parce qu'on va avoir beaucoup de choix de technologie. Est-ce que c'est vers ça qu'on veut se diriger? C'est une question qui se pose. Maintenant, j'aimerais apporter à la deuxième problématique, je dirais, c'est celle de l'évaluation à distance. Donc, disons, un nouveau virus, une nouvelle pandémie. Vous vous retrouvez tout d'un coup à devoir faire de la surveillance d'évaluation à distance. Donc, on vous dit que vous devez utiliser un logiciel qui surveille les évaluations. Donc, ce logiciel-là s'utilise avec une caméra, un micro et ça capte des informations sur l'ordinateur. Donc, ça commence que l'enfant prend sa caméra et montre l'ensemble de la pièce. Et ensuite, quand il est sur l'ordinateur, aussitôt qu'il y a un comportement qui est considéré comme suspicieux, c'est transmis au superviseur. Donc, en temps normal, il n'y a personne qui regarde les élèves. Mais aussitôt qu'il y a quelque chose de suspicieux de détecter, ça lève un drapeau rouge et un superviseur se connecte pour vérifier si tout est correct, s'il n'y a pas de triche. Quelles sont les réflexions que vous avez? Quelles considérations que vous allez prendre face à ça? Là, c'est un peu une obligation parce qu'on est pris dans une situation de pandémie. Il faut quand même qu'on continue l'évaluation. Donc là, vraiment, on est obligé d'utiliser cet outil-là. Quelles sont vos considérations? N'hésitez pas si vous souhaitez lever la main pour prendre la parole à le faire. Sinon, dans le clavardage, mais en attendant, moi, j'aurais déjà une question sur c'est quoi les comportements suspicieux? Ça serait quoi des exemples de ces comportements-là qui lèveraient un drapeau? C'est une bonne question. En fait, c'est probablement la première question qu'on devrait se poser à un certain point. Donc, qu'est-ce qui va être considéré comme suspicieux? Quelles données que ça va utiliser? Quelle manière que ça va être au courant qu'il y a une triche potentielle? Est-ce que ça va juste indiquer qu'il y a eu un comportement suspicieux? Est-ce que ça va dire qu'il y a eu de la triche directement? Comment est-ce que ce logiciel fonctionne là? Rapidement, comme ça, c'est opaque, c'est bien vrai. Donc, ça, c'est une des premières questions à poser. Quels comportements qui sont considérés comme suspicieux? Et moi, ce qui me vient en tête, c'est pourquoi que tu as posé cette question-là? C'est en disant, c'est finalement, si je suis dans la posture de l'évaluatrice, c'est que je me retrouve à avoir des drapeaux à chaque fois que mon élève, finalement, ses doigts quittent le clavier parce qu'il veut boire une gorgée d'eau. Tu sais, je regardais l'image, entre autres, là, ça m'inspirait à voir la petite tasse, de dire, ben, s'il boit une gorgée, il a quitté son clavier, donc j'ai un drapeau rouge qui m'arrive. Ça peut facilement, j'ai l'impression, devenir assez abusif, là. S'il y a un détecteur de son regard, ses yeux ont quitté l'écran, est-ce qu'il est encore là? C'est un peu des réflexions comme ça qui m'ont habité. Puis, comment est-ce qu'on pourrait s'assurer que les éléments détectés soient des choses qui sont vraiment des comportements suspicieux, que qu'il n'y ait pas des fausses mesures, en quelque sorte, des drapeaux rouges qui ne devraient pas être des drapeaux rouges? C'est une très bonne question. En fait, ça soulève la question du développement de ces technologies-là. Souvent, ces technologies-là ne seront pas nécessairement développées en collaboration avec le milieu de l'éducation. Donc, conséquemment, ça pourrait donner des dérives un petit peu comme celles que tu viens de mentionner. Et ça, c'est quand même quelque chose qui serait intéressant à savoir. Est-ce que cette compagnie-là a consulté des enseignants et des membres de l'éducation pour savoir si le produit convenait? Parce que ça, c'est pas des gens qui ont une perspective d'utilisateur nécessairement, là, donc il faut s'intéresser à l'utilisateur, c'est tout à fait vrai. On a Hugo Marcotte qui a la même idée. Moi, je vois un peu le lien avec le bandeau pour mesurer l'attention, mais c'est pour l'attention du superviseur ou de la personne qui surveille l'examen. C'est un outil pour nous aider à porter attention aux bonnes choses. Si on parle d'intelligence artificielle, j'imagine que cet outil-là va apprendre aussi de quand on va juger que c'était adéquat ou pas comme avertissement. Je vois ça de façon ponctuelle, moins envahissant
que le bandeau, par exemple. C'est vrai, c'est intéressant parce que tu as apporté la notion de l'apprentissage automatique. Donc, il y a aussi de l'étiquetage qui peut se faire. Donc, par exemple, dans les premiers mois, le logiciel serait peut-être pas intéressant à utiliser parce que ça lèverait plein de drapeaux rouges inutilement. Mais disons que Judith, à chaque fois qu'elle juge que c'est pas pertinent, elle dit ce n'était pas pertinent. Ben oui, la machine va finir par apprendre et finalement faire des suggestions qui sont plus alignées avec nos besoins. C'est tout à fait vrai. Puis sinon, j'aime bien la manière que tu l'as vu un peu que ça l'aide le superviseur parce que moi, je m'imagine, si j'ai à superviser des évaluations à distance, si j'ai 30 caméras devant moi, c'est difficile là, à suivre là, avec les yeux. Là, tandis que si je fais ça, puis que finalement, il y a juste une petite ligne rouge qui apparaît autour de la caméra, puis je regarde, puis je la mets en grand, puis je vérifie par moi-même si c'est correct. C'est vrai que ça pourrait vraiment faciliter le travail, là, en quelque sorte. Là. Puis, on ne se cachera pas que les enseignants, moi j'ai souvent vu ça, des enseignants qui corrigent ou qui font des trucs comme ça pendant la supervision des examens. Ça pourrait être comme une solution analogique. Là. Et là, tu corriges tes examens, puis là, ça fait tout. Puis là, ça t'avertit qu'il y a peut-être un comportement suspicieux. T'sais. De la même manière que quand tu es en classe, tu entends un à un autre élève. Là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça reste la personne qui surveille qui prend la décision. Quand c'est le logiciel, dans ce cas-là, qui décide que, il y a eu plagiat, c'est 0, ça finit là. Là, c'est peut-être problématique, mais ça reste quand même le surveillant qui décide dans ce cas-là, de ce que j'ai compris. Exactement, c'est ça. C'est un outil, c'est pas un substitut, dans le sens que c'est le professionnel qui utilise l'outil. Il y a toujours le dernier regard là-dessus. Donc, c'est vrai, il ne faudrait pas s'imaginer que le but des intelligences artificielles, ce serait de nous remplacer, mais plutôt de nous faciliter le travail. C'est vrai que ça change la perspective quand on l'interprète comme ça. Geneviève, dans le clavardage, qui nous dit que si elle utilisait cette technologie-là pour un examen, ce serait un examen à livre ouvert. Geneviève, j'imagine que tu parles avec le droit à beaucoup de matériel, aux notes de cours et tout ça. Donc, une possible utilisation peut-être pour... Oui, ben en fait, ce que ça me fait réfléchir, moi, c'est un petit peu... souvent, on a une vision que l'examen, c'est une évaluation. Puis que c'est le seul type d'évaluation qui existe. Mais l'examen est un des nombreux types d'évaluation qui existent. Donc oui, peut-être qu'à distance, on devrait réfléchir à de la manière qu'on évalue. De proposer un examen à livre ouvert, c'est une des solutions. Il y a plusieurs autres manières d'évaluer sans faire un examen papier traditionnel, je dirais. Donc oui, on peut essayer de réfléchir quel est le type de tâche et quel type d'évaluation que je vais donner. Est-ce que je suis obligé de rester dans mon format habituel? Donc, moi, je trouve que ça soulève cette question-là. Je pense qu'il y a Benjamin par la suite. Un étudiant choisit d'aller sur ChatGPT pour répondre à ses questions. Problème, c'est très invasif. OK. Donc, oui, je pense qu'il y a comme deux parties à ça. Je ne suis pas sûr de bien le lire. Première partie, qu'un enfant pourrait tricher en allant sur ChatGPT, par exemple, pour répondre aux questions. En fait, on peut regarder les touches qui sont enfoncées sur le clavier. Tu sais, ces applications-là permettent de savoir des choses comme ça. Donc, si quelqu'un fait un CTRL-C, CTRL-V, on peut être averti, par exemple, ou des manipulations comme ça qui nous permettraient de vérifier. Puis, il y a une deuxième partie qui est la notion que le problème, c'est très invasif. Oui, c'est vrai que c'est invasif et on a souvent tendance à croire qu'un enfant aurait l'opportunité de pouvoir faire un examen tout seul dans une salle. La réalité, c'est que c'est pas nécessairement possible. Puis il y a aussi plein d'autres paramètres qu'on peut pas nécessairement contrôler. Pendant la pandémie, moi, j'avais des élèves qui étaient au secondaire, puis il y avait des petits frères de 5-6 ans, puis qui décidaient de rentrer tout d'un coup dans la pièce. Là, ça, on peut pas le contrôler. Donc,
c'est vrai que c'est comme invasif. Puis dans cette pièce-là, il peut y avoir d'autres gens, il peut y avoir des choses qu'on ne voudrait pas nécessairement que l'évaluateur voit. Tu sais, si l'évaluateur, tu fais un comportement suspicieux, puis là, il voit des choses dans ta chambre que tu ne voudrais pas qu'il voit. C'est vrai que ça rentre dans l'intimité, là. Donc, je m'imagine la perspective de l'élève, comment ça peut l'affecter. On a l'intervention de Livia qui nous dit qu'on parle ici d'intelligence artificielle de plus bas niveau. Peut-être que tu voudrais réagir. Puis elle ajoute là, 2 commentaires en dessous que l'important est l'entraînement de l'algorithme. Dans ce cas-ci, tu l'as mentionné un peu tantôt en disant si la personne enseignante finalement peut cocher qu'est-ce qui est inutile, qui n'était pas pertinent comme intervention. Puis, donc, c'est un peu ce sur quoi elle attire notre attention. Puis sinon, il y a aussi une conversation un peu là, sur le fameux examen à livre ouvert. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un logiciel pour ça? Ben, peut-être pour certaines choses. Alors, il y a une conversation aussi qui se déroule là, dans le clavardage. Juste relire rapidement. L'important est donc la qualité de l'entraînement de l'algorithme, comme définir en amont. Oui, tout à fait. Donc, on a des professionnels, on a à se prononcer en quelque sorte sur comment est-ce que l'outil pourrait être amélioré, donc à travers la rétroaction qu'on donne à cette intelligence artificielle-là. Et c'est vrai que c'est important de mentionner que, on est quand même, c'est quand même récent l'apprentissage automatique, là, donc c'est pas encore énormément développé. Il faut garder ça en tête qu'il y a ce travail-là qui va être à faire finalement. Donc, c'est vrai, il ne faudrait pas penser que les produits qu'on a sont déjà parfaits et bien développés. Il risque d'y avoir un travail quand même à faire dessus. Puis la conversation, donc, Adèle Gousset qui remet en question, est-ce qu'on a besoin, si on fait par exemple un examen à livre ouvert d'un outil comme celui-là, de dire est-ce qu'il y a d'autres outils plus simples comme Zoom ou Teams qu'on utilise qui ne seraient pas suffisants pour avoir un certain contrôle sans aller dans un outil aussi invasif. Là, finalement, la question est plutôt comment on évalue avec les technologies. Est-ce qu'on a besoin d'un outil de surveillance? Là? Ça semble être un peu ça ici, la réflexion qui est soulevée. Oui, tout à fait. Là, on l'a dit, l'éthique, ça vient ouvrir d'autres questions. Donc, puis même là, on pourrait s'imaginer que dans des milieux spécifiques, ces questions-là vont changer. L'évaluation à distance, dans une école privée ou dans une école avec des jeunes avec des difficultés de comportement, est-ce que ça va être utilisé de la même manière finalement, entre autres? Donc, ça débouche sur vraiment plusieurs questions. Toutefois, pour gérer le temps, je ne pense pas que je vais pouvoir me permettre de continuer d'élaborer là-dessus. Mais je suis content de voir que ça génère autant de questionnements. C'était le but. Je voulais juste ajouter quelque chose. Dans ta réflexion que tu viens de mentionner aussi, on pense, tu as déjà indiqué ça dans ta première diapositive, je pense, le TDAH, l'autisme en particulier. Donc, l'évaluation d'un élève qui présente un trouble du spectre de l'autisme, ça va être évalué comment? Donc, je voulais juste compléter ta réflexion par rapport à ça. Oui, ben merci. En fait, on peut penser tout simplement aux différentes caractéristiques qui influencent nos élèves. Si on fait juste réfléchir, la réflexion au primaire, au secondaire puis à l'université sera vraiment pas pareille déjà, sans parler de jeunes qui ont des besoins spécifiques, là, juste le niveau de développement en fonction de l'âge. Faire un genre d'examen où est-ce que l'enfant doit vraiment rester assis sur sa chaise pendant 1 heure alors qu'il a 6 ans. Est-ce que c'est autant réaliste que de le faire en secondaire 5? T'sais? Puis ensuite, on peut penser à toutes les différentes caractéristiques des élèves. Donc oui, il y a des réflexions qui vont être d'ordre général, qui concernent tout le monde. Par exemple, le type de tâche, mais il va falloir y appliquer les éléments spécifiques à notre milieu. Parce que chacun des milieux est différent, il faut nécessairement y réfléchir à nouveau. Merci. Je m'excuse, j'ai développé un petit chat dans la gorge ce matin, je crois. Donc,
Si je pourrais mentionner comme des catégories généralement qui sont mentionnées par rapport à ça, il y a l'idée que ça peut être une IA discriminante. Donc, on peut penser qu'il y a certaines populations pour qui ce serait plus difficile d'utiliser cet outil ou qui seraient à tort associés à des comportements suspicieux. On peut penser à des élèves qui ont des conditions médicales qui nécessitent qu'ils se lèvent puis qu'ils aillent finalement à la toilette ou autre rapidement. Il y a aussi la question un peu du support à l'élève. Moi, j'ai déjà eu des élèves qui, en classe, se sont mis à pleurer parce qu'ils étaient stressés. Puis là, ben, tu sors avec l'élève dans le corridor, tu sais, puis tu lui mets la main sur l'épaule, tu lui dis, tu sais, comme on peut respirer tranquillement, tu sais, puis qu'est-ce qui t'a stressé finalement? OK, sur cette question-là, qu'est-ce que tu te souviens? OK. Puis, tu sais, il y a tout ce travail-là personnel là, qu'on peut faire avec l'enfant. Donc, il y a cette question-là dans l'évaluation à distance. Est-ce qu'on va être capable de faire ça? Puis, tu sais, est-ce qu'il y a juste les comportements suspicieux qui sont importants à détecter? Ou il y a d'autres types de comportements chez les élèves qu'on voudrait détecter? Tu sais, je trouverais ça étrange là, que j'aille pas porter attention puis que j'aille un élève qui aille pleurer pendant 1 heure à l'autre bout du fil. J'exagère, là, je fais une pente fatale, mais ça apporte cette réflexion-là. Là. Et il y a comme l'idée aussi que du point de vue de l'élève, c'est un peu comme une épée de Damoclès, donc ça peut provoquer un certain stress. Il ne sait pas s'il va être déclaré comme ayant un comportement suspicieux ou non. Et on sait que l'anxiété, le stress sur les performances scolaires, c'est pas nécessairement la meilleure chose. On peut penser aussi que des fois, ça peut développer comme une culture de méfiance. Donc, vraiment plusieurs paramètres à considérer. Maintenant, j'aimerais vous confronter à une troisième situation, beaucoup plus d'actualité, ChatGPT. Donc, ChatGPT, je fais un petit résumé, c'est une intelligence artificielle générative. Donc, elle est capable de synthétiser du texte. ChatGPT, c'est une IA générative de texte, mais il y a d'autres types d'IA génératives. Il y en a qui permettent de générer, par exemple, des images pour ceux qui connaissent DALL-E. Donc, si on réfléchit à ChatGPT, cette technologie-là, elle a quand même causé beaucoup de discussions cette année, je ne vous mentirai pas. Beaucoup de centres de services scolaires, des écoles qui se questionnent à comment est-ce qu'ils vont réagir face à cette technologie-là. Donc, par exemple, moi, ChatGPT, je peux aller dessus et je peux lui demander de me synthétiser un texte de 10 paragraphes selon la perspective d'un enfant de 15 ans à propos d'un roman spécifique. Donc, les élèves peuvent commencer à générer des textes comme ça en un bref instant. D'après vous, ce sont quoi les réflexions, les considérations qui ont été portées dans les écoles par rapport à cette technologie-là? Je vais réagir. Encore, c'est moi. Je vais entrer un peu dans la politique parce que dernièrement, j'ai vu l'article du gouvernement du Québec qui a publié la situation de l'enseignant qui a remarqué en fait les copies des élèves, ils sont un peu similaires et il a pris le ChatGPT pour ne pas mettre les élèves en position de punition, mais en réflexion. Et c'est passé que comment les élèves peuvent identifier les erreurs de ChatGPT et comment les élèves peuvent identifier la position de l'algorithme du ChatGPT, comment il a pu répondre à ces questions et comment il a pu écrire ce genre de texte. Et finalement, il a fait la différence entre tous les textes qui ont été faits suite à cet examen, qui ont été réalisés par les élèves en utilisant ChatGPT. Donc ça, c'est une perspective réaliste déjà, qui a été publiée aussi dans des journaux. Ça, c'est une réflexion des enseignants que je trouve personnellement très pertinent. Parce que ce n'est pas la faute des élèves si on trouvait un robot qui peut répondre à leurs
question. C'est vraiment, c'est de l'intelligence artificielle. D'une autre perspective comme chercheur, parce que moi aussi récemment, j'ai regardé ChatGPT et je lui ai questionné comment il fonctionne. Donc, après beaucoup de questionnements que j'ai posés à ChatGPT, j'en ai sorti avec un peu de résumé qui est comme Google. Au début, Google était la peur des chercheurs. Ils nous conseillent d'utiliser la bibliothèque et ne pas utiliser les articles par peur que c'est des faux articles qui ont été publiés, tout ça. Mais après, c'est développé et c'est devenu notre moteur de recherche de base à utiliser. Et c'est presque, je pense que ChatGPT, ça va être presque pareil, sauf avec beaucoup de prudence au niveau de l'information qu'il donne. Merci beaucoup, Marois. Donc, si je comprends bien, finalement, il y a des éducateurs qui, face au fait que des étudiants, des élèves ont utilisé ChatGPT, ont décidé de transformer l'expérience de manière à les faire réfléchir sur leur utilisation de cet outil-là. C'est bien ça, un petit peu? Exactement. OK, super. Ben moi, je me souviens que récemment, j'ai eu une conversation avec un professeur qui, lui, s'intéresse un petit peu à la langue, au français. Puis justement, il posait la réflexion de comment est-ce que cet outil-là modifie la tâche, en quelque sorte. Donc, on peut penser, si on fait une recherche sur Google, il y a certaines choses qu'on fait pour vérifier l'information finalement, puis s'assurer de créer un bon texte. ChatGPT, lui, nous donne tout simplement les informations sans nécessairement nous donner des sources. Donc, il y a cet aspect-là qu'il mentionnait. Et il y a aussi l'aspect de, tu sais, quand tu fais générer un texte, c'est pas toi qui l'as rédigé. Tandis que quand tu vas sur Google, par exemple, tu vas aller chercher les parties de texte et copie-colle, tu fais comme un assemblage par toi-même de ces idées-là. Donc, ça change la manière que la personne va finalement aborder la tâche, en quelque sorte. Donc, ça, c'est bien d'avoir une réflexion sur comment est-ce que l'outil, en relation à nos buts d'apprentissage, comment est-ce qu'il les modifie, en quelque sorte. Et, tu sais, tu parlais un petit peu que Google, ça avait causé un émoi un petit peu similaire. C'est quand même raisonnable parce que, tu sais, ça change notre manière de travailler, finalement, notre manière de réfléchir. Et face à ça, ben oui, il y a des avantages, mais il y a aussi des dérives possibles. C'est important de se positionner au juste milieu pour que la technologie puisse évoluer et qu'on puisse s'en servir dans le futur. Mais merci beaucoup pour ces perspectives. Je voulais juste ajouter un élément. Tu as mentionné que le texte peut être sans source. J'ai aussi essayé avec des sources et j'ai regardé même des émissions sur ChatGPT pour comprendre c'est quoi exactement. Et justement, c'est pas nécessairement qu'il donne des bonnes sources. Il y a des références qui semblent vraies, mais c'est des références qui sont fausses. J'ai pris les références, j'ai été chercher dans la bibliothèque, dans Google Scholar, de partout, mais je n'ai pas trouvé les bonnes sources, les bonnes références. Si je trouve l'auteur, c'est pas adéquat aux références. Et justement, j'ai posé cette question à ChatGPT. Il m'a dit qu'il fonctionne avec l'algorithme et il cherche dans ses recherches. En fait, il cherche les mots similaires pour où se trouve, genre, c'est comme on est dans un placard qui a beaucoup de vêtements, on cherche une chandail. On prend la chandail qui est devant nous, mais ça reste une chandail, mais à la fin, il y a des caractéristiques que je veux prendre, tu vois. Donc, c'est un peu ça. C'est pas toutes les sources sont justes et c'est pas tous les auteurs aussi ça existe réellement. En fait, ce que tu mentionnes, moi, ça me fait penser un petit peu à il y a quelques années quand j'ai eu mon premier téléphone intelligent puis il y avait la suggestion de mots. Tu sais, c'était même un jeu qu'on faisait. On écrivait un mot,
Là, on regarde les mots qui suggèrent, puis des fois, c'était des mots qui n'avaient pas rapport, puis là, on les sélectionnait finalement. Donc, ChatGPT, c'est un modèle statistique, c'est pas, il ne comprend pas vraiment ce qu'il a écrit. C'est comme une probabilité que cette idée-là ou ce mot-là soit aligné avec le suivant. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai que ChatGPT, c'est pas nécessairement quelque chose qui réfléchit, il fait vraiment assembler des choses qui statistiquement sont reliées et qui font un minimum de sens. Et là, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'information qui est la plus présente sur Internet qui est la plus pertinente ou la plus vraie? Donc, ça apporte cette dimension-là. Et juste vous faire réfléchir un petit peu à propos de ChatGPT. ChatGPT, c'est un projet de recherche. Donc, juste faire attention, mettez pas des données qui sont critiques ou propres à votre institution, par exemple, parce que ça va être enregistré dans ChatGPT. Il faut considérer ça. Et pourquoi je mentionne ça, c'est parce que, tu sais, ChatGPT, on peut le voir comme un produit de base qui, éventuellement, va donner plusieurs autres types de produits. Donc, moi, je pourrais voir facilement que ChatGPT, au lieu d'être connecté, par exemple, à Internet, il pourrait être connecté à des banques de données en éducation. Et là, on aurait comme un assistant virtuel qui serait très spécialisé dans un domaine. Et ChatGPT, OpenAI, c'est financé par Microsoft. Donc, ces technologies-là vont être intégrées dans leur suite. Par exemple, il y a déjà je sais que c'est en développement, là, mais comme dans Word, ils voudraient avoir un générateur comme ChatGPT d'intégrer à l'intérieur. Aussi, pour Excel, on pourrait simplement écrire ce qu'on veut et il nous donnerait des formules. Donc, additionne la colonne A avec la colonne B et divise par la colonne C. Ben, il nous ferait juste nous donner la formule, puis on pourrait l'utiliser. Donc, ce que j'essaie d'apporter, c'est de dire que cette technologie-là va être de plus en plus présente dans les outils que les élèves risquent d'utiliser au quotidien. Et c'est important de se questionner finalement sur leur mécanisme d'action, en quelque sorte. GPT, il y a quand même des gens qui m'ont parlé de visions intéressantes de comment l'utiliser. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont été capables de traduire des textes standards en texte qui est plus facile pour les dyslexiques, parce que semble-t-il que les règles ou les conseils existaient déjà sur Internet quand ChatGPT a été entraîné. Donc, c'était possible d'utiliser ChatGPT pour adapter un texte. J'aimerais que les technologies d'IA générative, on les voit comme des technologies de prototypage aussi. C'est pas quelque chose qui nous donne un résultat parfait au début. Il nous donne un ébauche que l'on peut utiliser, que l'on peut travailler dessus, mais c'est encore un outil et on est responsable de l'utilisation de l'outil, donc il faut réfléchir comment cet outil-là fonctionne en bout de ligne. Je vois qu'il nous reste très peu de temps, un petit 5 minutes. J'aimerais juste faire un petit lien avec la prochaine diapositive, qui nous invite à être critique envers les technologies, mais aussi envers soi-même. Et ce que je veux dire par là, c'est que notre position face à la technologie, ça va en fonction de notre vécu. On a tous des croyances, des valeurs, des souvenirs, des sensations, des émotions. Et ça influence notre prise de décision. Et c'est tout à fait normal. Mais si je le mentionne, c'est que parfois, vous allez remarquer que les arguments ou les raisons pourquoi la conversation ne peut pas avancer sont reliées à ça. Et c'est tout à fait normal. Parce que si vous regardez historiquement comment les technologies ont été implémentées dans les écoles, des fois, on n'a pas nécessairement pensé à comment l'utilisation allait être faite, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on allait assurer la pérennité. Et finalement, l'insertion de cette technologie-là s'est avérée être plus frustrante qu'être un bénéfice pour les enseignants présents. Entre autres, les gens n'ont pas tous le même avis sur l'utilité du tableau blanc interactif, par exemple. Déjà dans les classes, si vous parlez à différents enseignants, vous allez voir qu'ils ont des postures différentes. Donc, les conversations qu'on a eues aujourd'hui, vous allez les avoir dans votre milieu de travail aussi. Donc, c'est important de réfléchir à la technologie, mais aussi de réfléchir qu'il y a des gens humains derrière ça qui ont déjà vécu des choses avant vous dans cette école. Il y a déjà une histoire à cet endroit-là.
et de les consulter à ce niveau-là, c'est toujours intéressant. Moi, souvent, ça m'a beaucoup renseigné, puis ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses, de demander aux gens qui étaient présents pourquoi il y avait leur posture, pourquoi ils agissaient comme ça. Donc, si je mentionne ça, c'est dans une idée d'être ouvert à l'avis des autres. Parce que des fois, dans ces sujets-là, il peut y avoir des tensions. C'est important de comprendre que l'avis de tous est important et qu'on veut travailler ensemble. Donc, je vous remercie. Judith, je ne sais pas si ce serait possible de rendre disponibles les diapositives ainsi que le sondage. Oui, en fait, j'ai mis au début, je remettrai le lien parce que je n'étais pas capable non plus de déposer directement les fichiers, mais je remets ça ici vers les documents. Puis, donc, j'ai fait un petit dossier. Là, il y a, donc, ce que je comprends, Lotfi, c'est qu'il y a la diapo que tu as présentée aujourd'hui. Puis, il y a aussi le document complémentaire là, qui était en lien avec la vidéo que tu nous avais envoyée là, dans l'invitation. Donc, il y avait une vidéo avec une présentation qu'on peut aller regarder. Pour le sondage, est-ce que tu m'avais envoyé le lien aussi? Oui, c'était dans le même courriel. Ah oui, je le vois, je l'ai ici. Je copie ça. Et voilà. Donc, le deuxième lien, un petit sondage à aller remplir. Nous, on peut offrir des ateliers comme ça gratuitement grâce aux sondages qui dépendent de financement du gouvernement. Donc, c'est sûr que quand vous répondez à ça, il faut nous aider à venir vous aider, si je peux dire ça comme ça. Donc, ben, je vous remercie tous énormément. Je sais qu'aujourd'hui, on a posé beaucoup de questions et ça en a soulevé plusieurs encore. Donc, face à ça, vous allez peut-être avoir certains pans, certaines dimensions de l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique qui vous intéresseraient plus, l'évaluation ou disons l'utilisation de l'outil en classe. Donc, maintenant, vous avez un peu la liberté de regarder qu'est-ce qui vous intéresse, vers quoi vous voulez un petit peu plus vous spécialiser. J'espère que ça vous a donné un petit tour d'horizon, en quelque sorte. Merci beaucoup, Lotfi. Alors, dans la conversation, là, tu vas voir, ça passe les remerciements. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié la présentation. Donc, merci d'avoir accepté de venir faire cette courte présentation. 1 heure, c'est pas beaucoup, mais ça a soulevé de belles réflexions. Je pense que tout le monde en ressort avec de l'inspiration et des questionnements qui vont être profitables là, finalement pour la suite des choses, pour mieux aborder finalement l'intelligence artificielle là, dans le monde de l'éducation qui est celui pour lequel on travaille ou on désire travailler. Donc, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. L'enregistrement donc sera disponible sur YouTube prochainement pour revoir et partager la présentation. Donc, bonne fin de journée, bon vendredi. Profitez du soleil en fin de semaine. Bonne journée tout le monde.